Et d'infos, mesdames, messieurs, bienvenue au menu de l'actualité. Malversation financière au ministère du cadre de vie et du développement durable, grand redéploiement au ministère de la Justice. Le Conseil des ministres de ce 24 octobre s'est penché sur plusieurs dossiers à découvrir dans ce journal. Son 13e anniversaire de la journée des Nations Unies ce mercredi 24 octobre, l'événement a été célébré au Bénin. En interactualité, assassinat à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi par les services secrets de son pays. Les États-Unis, qui ménagent pourtant leur allié saoudien, menacent quand même de prendre des sanctions. Ce sera tout pour les titres. À nouveau, bienvenue. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs dossiers, décrets ont été adoptés, des communications prononcées et des rencontres internationales autorisées. Comme je vous le disais en titre, le Conseil s'est aussi penché sur un dossier de malversation financière au niveau d'un projet au ministère du cadre de vie et du développement durable. On note également au thème de ce Conseil de grands redéploiements au niveau du ministère de la Justice, suivant un extrait du compte rendu fait par le ministre Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 octobre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et le développement local, adoptée à Malabo, en Guinée équatoriale, le 27 juin 2014. Au titre des communications, Plan national de développement PND 2018-2025. Le diagnostic stratégique du Plan national de développement en lien avec la vision Bénin à l'AFIA 2025 fait ressortir que le défi majeur à relever est le développement du capital humain. Celui-ci doit être pertinent et s'inscrire dans la durée. Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin 2019-2023. Ce plan cadre a été conçu en vue d'accompagner les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'action. Il a pour objectif de renforcer l'opérationnalisation au Bénin de l'agenda 2030 des Nations Unies qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit concrètement d'œuvrer à ce qu'elles soient plus résilientes, jouissant d'un bon état au plan sanitaire et nutritionnel, mieux éduquées, bénéficiant de la protection sociale, vivant en paix, en sécurité, dans un environnement de justice et engagées pour un développement durable, participatif et inclusif. Le plan porte sur un montant global de 176 milliards 613 millions de francs CFA pour la période 2019 à 2023. Réalisation de l'étude d'élaboration du schéma directeur d'aménagement du plateau d'Abomey-Calavi. La dynamique de développement du plateau d'Abomey-Calavi nécessite une meilleure gestion de l'impact des projets phares en cours sur son territoire. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de doter cette commune d'un schéma directeur d'aménagement. Le cabinet Atelier 9.81 a été identifié pour conduire la réalisation de cette étude. Celle-ci a pour objectif de proposer un aménagement durable de la zone d'intervention. Elle permettra de constituer un cadre de référence à long terme du développement urbain à l'échelle du Grand Nokoué. Aussi, les résultats attendus de cette étude portent-ils notamment sur la réalisation d'un diagnostic se rapportant notamment à la démographie, aux tendances d'urbanisation, aux grands projets d'infrastructures et équipements, la proposition d'orientation stratégique pour le développement, l'élaboration d'un plan de masse du plateau avec un cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères, l'identification de réserves foncières nécessaires pour les futures opérations d'aménagement et de construction à mener. Célébration du 13e anniversaire de la Journée des Nations Unies. Ce mercredi 24 octobre 2018, le Bénin n'est pas resté en marge de cette fête. À Cotonou, Siaka Koulibaly, le coordonnateur résident des Nations Unies au Bénin, a présenté le message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, Aurélien Agbenonsi.
Unis dans l'action pour ne laisser personne de côté, c'est le thème du 73e anniversaire de la Journée des Nations Unies, commémorée ce mercredi 24 octobre à Cotonou. À l'occasion de cette célébration, le coordonnateur résident de l'ONU au Bénin, Siaka Coulibaly, a délivré le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les droits de l'homme sont bafoués en bien des lieux, mais nous ne baissons pas les bras, car nous savons que le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine est une condition indispensable à la paix. Les conflits se multiplient, les gens souffrent, mais nous ne baissons pas les bras, car nous savons que chaque homme, chaque femme, chaque enfant mérite de vivre en paix. En cette journée des Nations Unies, réaffirmons notre engagement à rétablir la confiance, à sauver la planète, à ne laisser personne de côté, à défendre la dignité de chacun de nous tous en tant que Nations Unies. Face à ce message, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a saisi l'opportunité pour présenter l'état de la démocratie au Bénin. Nous nous efforçons, le gouvernement s'efforce de préserver l'espace démocratique tout en ne cédant rien, absolument rien, sur le terrain de la lutte contre la corruption, sur le terrain de la lutte contre les abus de certaines pratiques, comme par exemple le droit de grève, cet abus a conduit, comme vous le savez, à la mort de citoyens dans notre pays. C'est pour cela que nous pensons que l'espace démocratique peut être préservé, mais que certains droits doivent être gérés, doivent être régulés. Afin de permettre aux Nations Unies de mieux répondre aux défis du monde actuel et de suivre les pays dans la mise en œuvre de l'agenda de développement à l'horizon 2030, Antonio Guterres a engagé des réformes qui doivent démarrer en janvier 2019 et axer sur 3 points majeurs. Il s'agira de placer le développement durable au cœur du travail de l'Organisation des Nations Unies. Le programme de développement à l'horizon 2030 étant notre impératif tout au long de ce changement. Réorienter le cadre de gestion du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en orientant nos actions vers des résultats tangibles sur le terrain. Améliorer la structure et le fonctionnement du pilier paix et sécurité pour mieux prévenir et atténuer les crises. L'ONU sera plus particulièrement au chevet du Bénin à travers son prochain cadre de coopération baptisé Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement 2019-2023. À travers ce plan de coopération, nous travaillerons aux côtés du gouvernement et des autres partenaires pour la mise en place des stratégies de développement inclusives et intégrant les 3 dimensions du développement durable que sont l'économique, le social et l'environnement. Aurélien Agbenonsi a pour sa part chargé Siaka Coulibaly de transmettre à l'ensemble du système des Nations Unies l'appréciation du président Patrice Talon de l'accompagnement que l'ONU apporte au Bénin. À l'occasion de cette commémoration, l'ONU a porté assistance au centre de promotion sociale des aveugles de Cotonou et de Parakou. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée ce mercredi 24 octobre 2018 à Cotonou. Carole Olaye et Damien Pedro pour le point. Les aveugles du centre de promotion sociale CPSA de Segbeya sont heureux et le manifestent bien ce 24 octobre 2018. Et pour cause, l'appui que leur apportent les Nations Unies dans le cadre de la commémoration de leur 73e anniversaire. Cet appui est constitué d'un important lot d'équipements et de matériel informatique qui serviront aux bénéficiaires à l'amélioration de leurs conditions d'études et de rééducation fonctionnelle. Ces pensionnaires du CPSA de Segbeya ne sont pas les seuls destinataires de ces dons. Leurs camarades de Parakou recevront aussi les leurs. Il s'agit pour les agences du système des Nations Unies d'accompagner les efforts du gouvernement et de façon spécifique de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance par la remise d'équipements, notamment des imprimantes Braille, des logiciels d'Exubery Braille, des scanners pour le centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes de Cotonou et de Parakou. Nous saisissons cette opportunité pour remettre au centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes de Cotonou et de Parakou une centaine de documents
sur les objectifs de développement durable traduits en braille. Pour la ministre en charge des Affaires sociales, ces dons ne sont qu'un prolongement des actions menées par les différentes structures des Nations Unies en faveur des handicapés qui restent une couche très vulnérable de la population béninoise. Tout en remerciant les bienveillants donateurs que vous êtes, je voudrais convier tous les acteurs du monde du handicap à renforcer la synergie d'action autour des actions de protection et de promotion des droits et du bien-être des personnes vivant avec un handicap. Je puis vous rassurer que personne ne sera laissé de côté. Moment de partage, mais également de reconnaissance au cours duquel le directeur du dit centre et la représentante des bénéficiaires n'ont pas manqué de dire leur gratitude aux donateurs. Aujourd'hui, grâce à vos actions successives, notre antique équipement a marché vers le progrès. Nous sommes positionnés à la pointe de la technologie. Le travail est plus facile et plus agréable. Soyez-en véritablement remerciés. Nous réitérons notre sincère promesse de ne pas vous décevoir, car nous savons qu'il ne faut pas rincer avec du vinaigre le verre de l'amitié. Notons que le service de kinésithérapie du centre hospitalier de Parakou et le centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle du Zoo vont également dans les tout prochains jours bénéficier de nouveaux équipements pour leur meilleur fonctionnement. Diplomatie, toujours, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près le Bénin et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin ont conduit dans la soirée de ce mercredi un dialogue politique pour le compte de leurs pays respectifs, l'État d'Israël et le Bénin. Compte rendu avec Roland Toninkes. C'est la salle fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui a abrité les discussions de ce dialogue politique entre l'État d'Israël et le Bénin. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de l'État d'Israël pour le Bénin a dit toute sa joie de voir ce dialogue politique organisé. Un acte qui, selon lui, montre la volonté du gouvernement béninois de renforcer les relations entre les deux pays. Et je suis très content que cette réunion dialogue entre les deux pays a démarré aujourd'hui et c'est une continuation de cette rencontre. Nous avons avec nous ici dans notre délégation, et permettez-moi, plusieurs chefs de département aux différents ministères. La délégation israélienne à cette occasion, outre les chefs de plusieurs départements, est composée du directeur de l'Agence internationale de coopération et de développement d'Israël, Machav. Son directeur Gilles Askel, prenant la parole, a rappelé que l'Agence de coopération internationale et de développement Machav intervient en Afrique depuis 60 ans. Une agence présente au Togo et au Ghana depuis plusieurs années, mais désormais au Bénin également. Il a souligné que la destinée du peuple béninois dépend de la vision du gouvernement, et c'est ce qui justifie sa présence au Bénin, a-t-il conclu. L'État d'Israël intervient au Bénin dans plusieurs domaines dont l'agriculture, la santé, la coopération politique, le commerce et l'investissement. Ce dialogue politique a été précédé de la visite d'une délégation de l'Agence israélienne de coopération internationale pour le développement du 21 au 23 août 2018, ce qui a permis le renforcement du partenariat avec les structures béninoises en charge de la formation technique et professionnelle. Je voudrais, au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, vous rassurer de la disponibilité du chef de l'État et de son gouvernement à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre votre beau pays, Israël, et le Bénin. Les résultats des présentes assises vont paver la voie à la première session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays, qui pourrait, si les parties en conviennent, se tenir à la fin de cette année, probablement au cours du mois de décembre 2018. Les discussions de ce dialogue ont porté sur la situation politique dans le Moyen-Orient, la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. Des projets d'accord et des projets de mémorandum d'entente ont été également examinés.
Le dialogue frontalier entre les fonctionnaires de douane et les coordonnateurs aux zones des pays de l'UEMOA, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée a démarré ce mardi 22 octobre à Grand Popo, au Bénin. L'objectif de cette rencontre est de trouver ensemble les stratégies devant amener les pays de cet espace géographique à freiner au niveau des frontières la circulation des fluides frigorigènes de mauvaise qualité. Reportage. Située à 10 km au-dessus de la surface de la Terre, la couche d'ozone, une étendue gazeuse indispensable au bien-être de l'homme, est menacée à cause de l'utilisation des fluides frigorigènes toxiques. Cette couche a pour rôle de filtrer les rayons ultraviolets, d'absorber certaines attaques du soleil et d'en repousser d'autres. Elle est aujourd'hui en danger et se détériore chaque année, principalement du fait de la manipulation des substances approvissionnant la couche d'ozone ou fluides frigorigènes provenant des aérosols ou des produits chimiques utilisés dans le froid, la climatisation et dans la fabrication des mousses. Face à ce danger, le ministère du Cadre de Vie et les responsables de l'ONU Environnement ont réuni les douaniers et coordonnateurs ozone des pays de l'UEMOA auxquels se sont ajoutés la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée pour convenir des mesures à prendre afin de freiner la circulation des fluides frigorigènes de mauvaise qualité via les frontières. La lutte pour la préservation de la couche d'ozone prenant aujourd'hui l'allure d'un défi dans lequel la douane béninoise s'est engagée, il urge qu'elle redouble de vigilance en procédant à des contrôles rigoureux au niveau des frontières. Ainsi, aussi, les agents des douanes doivent-ils se tenir concernés à l'utilisation judicieuse des kick-toll, outils de référence rapide pour apprécier la qualité des fluides frigorigènes. L'élimination des hydrochlorofluorocarbones et le respect des pays vis-à-vis du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone sont aujourd'hui essentielles, raison principale de cet atelier. Je considère que cet atelier doit favoriser un dialogue stratégique qui assure le renforcement de la capacité des agents des douanes présents aux postes frontaliers et à l'École nationale des douanes pour le contrôle des mouvements des SAO et la contrebande. De même que la formation des fonctionnaires des douanes sur la manipulation des identificateurs de fluides frigorigènes pour garantir une élimination croissante des hydrochlorofluorocarbones dans le respect de nos engagements au protocole de Montréal. Il faut rappeler que le Bénin abrite désormais le centre d'excellence de la sous-région en matière de formation dans le domaine du froid et de la climatisation. Renforcer la capacité des agents de douane présents au poste frontalier et leur assurer une formation sur la manipulation des identificateurs des fluides frigorigènes sont entre autres les résultats attendus de ce conclave de 3 jours qui se déroule à Grand Popo. En interactualité, blocage de routes, plainte aux autorités. Au Gabon, les tensions sont vives entre les exploitants forestiers et les villageois qui sont dépossédés de leurs forêts ancestrales. Les entreprises exploitant le bois ne respectent pas toujours les compensations promises aux populations locales. Reportage. Un barrage de fortune au milieu de la route fait de rondins de bois. Ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique, mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation des forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières, n'est-ce pas, respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis,
d'occuper, pardon, d'exploitation. Alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur retard en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets, ainsi qu'un manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur et le manque de retombées économiques risquent d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années. États-Unis, nous prenons les mesures qui s'imposent, déclare le secrétaire d'État américain Mike Pompeo après avoir annoncé l'annulation des visas des responsables du Royaume d'Arabie Saoudite impliqués dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Suivez. Nous travaillons également avec le département du Trésor pour examiner l'applicabilité des sanctions Magnitsky mondiales à ces personnes. Ces sanctions ne seront pas le dernier mot des États-Unis à ce sujet. Nous continuerons d'explorer d'autres mesures pour tenir ceux qui en sont responsables de leurs actes. Nous continuons de maintenir un partenariat solide avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Ni le président ni moi ne sommes satisfaits de cette situation. Nos intérêts stratégiques communs avec l'Arabie Saoudite demeurent. Nous continuons d'examiner dans la mesure du possible le double impératif de protéger l'Amérique et de demander des comptes aux responsables de l'assassinat de M. Khashoggi. Nous continuerons à faire nos propres efforts, notre propre recherche de faits pour nous assurer que les décisions prises par les États-Unis sont fondées sur des faits réels et des données réelles que nous pouvons confirmer nous-mêmes. Nous prendrons certainement des informations provenant d'autres sources, les services de renseignement turcs, les Saoudiens. Nous évaluerons ces informations, nous les validerons et formerons notre propre jugement sur les faits. Puis, nous demanderons des comptes à ceux qui sont responsables sur la base des faits que nous jugerons appropriés. Nous allons travailler avec le Congrès. J'ai parlé à nos alliés dans le monde entier. Nous voulons nous assurer que tout le monde comprenne que les États-Unis ne croient pas que l'assassinat de Jamal Khashoggi était autre chose qu'un acte horrible et nous espérons que nous pourrons travailler ensemble avec le Congrès et nos alliés pour tenir les responsables et les rendre responsables. Eh bien, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.